Salut à tous, c'est la Mélanie du futur qui vous parle, juste pour vous dire que la vidéo que vous êtes sur le point de regarder a été tournée en janvier. Alors effectivement, on est début juin, elle sort pour l'été, ça fait quelques mois maintenant qu'elle est dans la boîte, mais tout ce que vous entendrez dans cette vidéo est toujours valable et vous pouvez évidemment nous suivre sur nos réseaux et retrouver le roman de Laura sur Amazon et sur toutes les plateformes. Bonne écoute! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube des Clés de Polymnie. Aujourd'hui, j'accueille Laura Vaisseau, qui est une de mes clientes qui m'a fait confiance pour la relecture de son nouveau roman qui vient de sortir il y a quelques semaines en auto-édition sur Amazon. Et voilà, on a décidé de partager avec vous notre expérience en tant qu'éditrice de mon côté, en tant qu'auteur du sien, et de vous parler de ce roman sur lequel moi j'ai beaucoup aimé travailler. Bonjour Laura, bienvenue. Bonjour Mélanie, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Mais de rien, c'est avec grand plaisir. Alors voilà, je me présente rapidement pour ceux qui atterrissent ici, qui ne connaîtraient pas les Clés de Polymnie. Je m'appelle Mélanie, j'ai fondé l'entreprise il y a bientôt 5 ans maintenant et je propose mes services en tant qu'éditrice indépendante et j'accompagne justement les auteurs auto-édités comme Laura qui m'a confié dans le courant de l'année dernière, si je dis pas de bêtises, c'était au mois d'avril, arrête-moi si je me trompe, la relecture de ton nouveau roman qui donc s'appelle Ailleurs est un autre ici. Alors on va en parler un petit peu justement. L'idée c'était de faire en sorte de pouvoir communiquer sur nos métiers parce qu'on s'est croisés, on s'est rencontrés je crois sur une séance de réseautage en visio. Et puis après on s'est suivis sur LinkedIn et puis tu m'as téléphoné l'an dernier pour me confier la relecture de ton nouveau bébé. Voilà, parce que ce n'est pas ton premier roman, je crois que c'est le C'est mon troisième. C'est troisième. le troisième, voilà, c'est ça. Donc voilà, l'idée c'est de vous en parler et puis de partager un petit peu. Moi, comme je le disais, je travaille depuis 5 ans sur tous ces sujets-là, relecture, correction, accompagnement éditorial, mise en page, création de BAT, etc. Et c'est donc dans cette optique qu'avec Laura, on a décidé d'échanger aujourd'hui. Et ben, je te laisse te présenter du coup. Donc bonjour à tous, donc moi c'est Laura Vaisseau. Donc comme Mélanie l'a dit, je suis écrivain. Donc j'ai écrit 3 romans à ce jour, Dessine-moi un enfant, Du bout des lèvres et Ailleurs est un autre ici, le petit dernier que vous voyez ici. Et en fait, j'ai toujours aimé écrire depuis toute petite. Et à la fin de mes études, j'ai vraiment eu un déclic. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, en fait, il faut que je prenne ma carrière d'écrivain au sérieux. Et c'est là que j'ai commencé à écrire vraiment un livre jusqu'au bout. Et depuis, bah, je suis sur un rythme d'à peu près un roman par an. Je suis donc bien sûr écrivain, donc ma passion c'est d'écrire. Et j'ai décidé cette année, là en 2023, donc l'année dernière, pardon, j'ai décidé en 2023 de faire de l'écriture véritablement mon métier à part entière. Donc déjà avec mon activité d'auteur, mais aussi en tant que coach littéraire. Donc j'accompagne des auteurs qui souhaitent écrire leur livre et qui savent pas trop, on va dire, par où commencer. Donc je les accompagne dans toute la phase d'écriture de leur livre. Ok, super. Et donc c'est ça qui est assez marrant finalement, c'est que nos deux métiers sont tout à fait complémentaires. En fait, toi tu interviens dans la phase d'écriture, dans la phase de création, et moi je suis là C'est derrière ça. pour magnifier en fait le manuscrit et puis faire en sorte que l'histoire soit le plus géniale possible. Et ça, on va en parler un petit peu plus précisément parce que justement, ce qui est assez drôle, mais dans le bon sens du terme, c'est que tu n'es pas au début de ta carrière d'auteur puisque, on pourrait même dire autrice, hein, mais voilà, c'est donc ton troisième roman. Et pour autant, je me souviens qu'on a eu quelques discussions au début de notre collaboration, un tout petit peu âpres, dirons-nous, parce que moi j'interviens, comme on le disait, dans la phase post-écriture, c'est-à-dire que j'ai effectué pour ton roman une phase de relecture. Et Oui. je me souviens qu'au début, tu pensais, toi, que la relecture, c'était uniquement l'orthographe et la grammaire. Et je me souviens que comme très souvent, comme beaucoup des prospects qui m'approchent ou des gens qui deviennent mes clients, tu m'as dit oui, mais je l'ai déjà fait relire et donc il n'y a pas de faute d'orthographe, voilà. Et c'est vrai que au final, et c'est là où c'est passionnant, c'est qu'en fait, la relecture n'intervient pas uniquement
pour la grammaire et pour l'orthographe, et tu l'as constaté, Bien puisque sûr. voilà, l'idée c'est aussi de faire ce qu'on appelle de la relecture de fond. Et quand je dis que je suis là pour magnifier en fait vos romans, c'est vraiment ça, c'est faire attention à ce que tout soit absolument cohérent, à ce que le ton et le langage de vos personnages soit le plus fluide possible, à ce que les expressions soient utilisées à bon escient, à ce que les informations temporelles ou historiques par exemple qui sont dans votre livre soient le plus carré possible, si je puis me permettre l'expression. Et c'est vrai que c'est un travail pour lequel il est nécessaire d'enfiler des lunettes, j'ai envie de dire bien particulières, parce que il faut qu'on soit capable de prendre du recul, et c'est plus facile quand c'est une personne extérieure, parce que ce n'est pas le texte que nous avons écrit nous-mêmes, et donc on a ce recul nécessaire que peut-être, et là je te pose directement la question, que peut-être on n'a pas en tant qu'auteur. C'est toujours plus facile de prendre du recul sur un texte qu'on n'a pas écrit soi-même finalement. Comment tu l'as vécu, toi, de ton côté ? Déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que quand on est auteur, on a un attachement émotionnel au livre. Donc, on peut manquer un petit peu de recul par rapport à sa propre histoire et vivre parfois assez mal les critiques. Déjà, ce que mon expérience, on va dire, d'écrivain m'a appris au fil des ans, c'est que les critiques sont inévitables. De toute manière, même si on essaye de sortir un manuscrit qui est le plus parfait possible, un livre qui nous correspond à 100%, il y aura toujours des personnes qui n'aimeront pas l'histoire ou qui n'accrocheront pas. Et c'est vrai que d'avoir ton retour, Mélanie, justement, qui est très précis, très professionnel et qui est très complet, ça a vraiment permis comme tu disais, de magnifier le texte, de vraiment l'améliorer et de voir éventuellement les petites coquilles, les petites incohérences qui avaient pu se glisser dans le roman. Donc je suis vraiment très très ravie de cette relecture-là, de cette correction de manière globale. Et oui, comme tu le disais, c'est vrai qu'on pense souvent, quand on pense correction éditoriale, on pense correction orthographique, grammaticale, etc. Mais c'est que la partie émergée de l'iceberg. En fait, il y a tout un travail derrière qui est bien plus conséquent et qui va au-delà de dire là, il y a un S qui manque ou ce genre de petites coquilles qui peut se glisser dans le texte. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que je me souviens que je t'avais dit à un moment donné qu'effectivement, ça nécessitait un certain temps de relecture, parce que quand on parle de relecture, il faut entendre qu'on parle de relecture plurielle, et que sur un manuscrit qui fait même 130 ou 200 pages, qui est censé se lire rapidement, eh bien, pour faire le travail correctement, ça prend du temps, ça nécessite des vérifications, et en effet, pour rendre un travail de qualité, clairement, c'est pas quelque chose qui peut se faire en claquant des doigts. Voilà, on pourra peut-être en parler. On a en ce moment, depuis 1 an et demi, 2 ans, l'essor des IA, de ChatGPT, etc. On ne le dira jamais assez. C'est un outil qui est certes utile à bien des égards, mais qui ne remplacera jamais le cerveau humain. Et en fait, faut savoir comment l'utiliser, mais de façon à ce que les retours de l'outil soient le plus correct possible. Et ça ne peut pas se faire sans intervention humaine. En fait, c'est vrai que nos métiers, toi en tant que coach littéraire et moi en tant que relectrice, correctrice et en tant que stratège entre guillemets éditorial, puisque l'idée c'est aussi de faire en sorte que le livre se vende derrière au besoin, parce que chaque livre est différent, chaque auteur est différent, chaque histoire est différente. Ça fait qu'effectivement les outils sont utiles et souvent nécessaires, mais pas remplaçant du cerveau, quoi. Donc c'est vrai que c'est une vraie question, mais je crois que on a assez titillé la curiosité des gens qui regardent cette vidéo. Alors si tu nous racontais un petit peu, nous résumais le livre, je pense que ça pourrait être sympa pour peut-être donner envie aux gens de découvrir ta belle plume. Bien sûr, donc Ailleurs est un autre ici, en fait, c'est l'histoire de Morgane. Morgane, c'est une directrice marketing qui est vraiment passionnée par son travail. Elle vit pour son travail à 100%. Enfin, au début de l'histoire, il n'y a que ça dans sa vie. C'est le travail
et c'est tout. À tel point qu'elle s'est quasiment coupée de toute relation personnelle, notamment de relations familiales. Et elle est amenée à démissionner de son travail parce qu'elle a un différend, on va dire, avec son patron actuel. Et pour elle, l'idée, c'est toujours de chercher un tremplin pour sa carrière. Et à cette occasion, pendant la phase où elle démissionne, son père lui suggère de faire un break, de prendre quelques jours de vacances, qu'elle ne fait d'habitude jamais, puisqu'elle est 100% dédiée à son travail. Et c'est à l'occasion de ces vacances un petit peu forcées qu'elle va voyager en Crète et que ça va lui ouvrir de nouveaux horizons, qu'elle va rencontrer notamment une personne qui est oléicultrice et qui est vraiment passionnée par son métier, qui a un parcours un petit peu similaire à elle. Et de fil en aiguille, cette rencontre notamment, et puis ce voyage de manière générale, va l'amener à se poser des questions sur sa vie, sur ses choix, sur ce qu'elle souhaite faire, on va dire, de son avenir. Et on a aussi l'occasion de découvrir la Crète. Donc ça fait aussi un petit peu voyager ailleurs. Mais comme l'évoque le titre, ailleurs est un autre ici. En fait, le voyage va être le point déclencheur de sa transformation, mais c'est pas parce qu'elle est ailleurs que il y a ce changement qui a lieu. C'est vraiment que tout lieu peut nous amener à être transformés. Je ne sais pas si toi, Mélanie, tu as des choses à ajouter, étant donné que tu connais bien le livre aussi. Alors oui, pour l'avoir relu un certain nombre de fois, du coup, évidemment, puisque voilà, on a travaillé, enfin, ça nous a pris un certain temps. Moi, je dirais qu'il y a cette dimension du voyage, effectivement, pour Morgane, mais finalement, alors on va essayer de pas en dire trop parce que finalement c'est un livre qui coche plusieurs cases, c'est un livre, certains de tes lecteurs l'ont ressenti comme ça au départ, peut-être qui coche un peu la case du développement personnel et qui du coup peut rebuter certains lecteurs qui se disent oh, j'aime pas le dev perso, mais en fait c'est loin, ce n'est pas que ça, certes il y a du développement personnel dedans parce que ça incite à l'introspection, mais comme tu le disais tout à fait justement, c'est aussi un livre qui fait voyager parce que on se retrouve en Crète et tu as un talent certain pour décrire les paysages de cette île magnifique. Et puis, je dirais qu'il y a aussi une dimension familiale dans le roman, de relations psychologiques entre une fille et sa mère d'abord, entre des parents, entre voilà, il y a une fratrie. On n'en dira pas beaucoup plus parce qu'en effet, un des nœuds du roman est là. Je n'ai qu'une chose à dire. Vous allez voyager, vous allez sourire, vous allez rire. Mais, avouons-le, vous allez aussi un peu pleurer, je pense, si vous êtes comme moi. Donc voilà, il se trouve que dans mon cas, j'ai pris une claque parce que voilà, il y a des choses qui m'ont beaucoup touchée dans ce roman. J'avais pas du tout prévu ça au départ, donc voilà. Mais c'est un roman qui est très très riche. Moi, je l'ai dit parce que tu m'as demandé d'ailleurs de te rédiger un avis pour ce roman et je l'ai dit depuis le départ parce qu'en fait, disons-le, avant que je travaille sur Ailleurs est un autre ici, on a fait connaissance, on a échangé et j'ai lu ton précédent. J'avais envie de découvrir ta plume, j'ai lu donc Du bout des lèvres. Qui est ton précédent roman et dès le départ j'ai beaucoup aimé ta plume et je me suis dit pour ceux qui aiment Laura elle a vraiment un petit côté Virginie Grimaldi quoi, donc disons-le, c'est vrai que bon, Virginie Grimaldi on la présente plus, c'est une des autrices qui vend le plus de livres en France, elle écrit des romans feel good, elle écrit des romans puissants, je pense que c'est une raconteuse d'histoires. La force de Virginie Grimaldi c'est qu'elle raconte des histoires qui sont vraies, elle est vraie dans les sentiments qu'elle décrit en fait, et toi Laura tu as vraiment cette même force que ce soit pour les personnages d'Ailleurs est un autre ici ou pour l'héroïne du bout des lèvres qui s'appelle Samantha. Et voilà, en fait, tes personnages sont vivants dans le vrai sens du terme.
Et tu as une manière d'écrire aussi qui est assez cinématographique, je trouve. Ta manière d'écrire le facilite vraiment. Donc, et c'est vrai que bon, il faut qu'on le dise quand même, c'est assez drôle. Quand j'ai commencé à lire ton manuscrit, que j'ai découvert que les personnages, l'héroïne d'abord s'appelait Morgane et que la meilleure amie de l'héroïne s'appelait Céline, j'ai beaucoup ri. Parce que pour l'anecdote, ceux qui me connaissent le savent, en fait, ce sont les prénoms de mes sœurs. Donc effectivement, j'ai trouvé ça assez énorme d'avoir dans un roman sur lequel je travaille des personnages qui portent exactement les mêmes prénoms. Donc vraiment, à ce moment-là, on s'est dit, bon, il n'y a pas de hasard, il fallait que ça se passe comme ça. Donc Voilà, c'était le destin, oui. tout à fait. Pour ceux qui aiment Virginie Grimaldi, franchement, n'hésitez pas à sauter le pas. D'ailleurs, on a une connaissance commune qui est très très fan de Virginie Grimaldi et qui a entamé cette semaine du bout des lèvres. Coucou Fred, si tu passes par là, on te fait un bisou. Et voilà, et je pense effectivement qu'elle est assez d'accord avec moi. Elle nous confirmera son avis voilà, à venir. Et puis voilà, c'est vrai que tu as cette façon d'écrire. C'est un roman, donc on le disait, qui coche plusieurs cases, un peu de dev perso, beaucoup de voyages, un peu d'introspection, une histoire familiale forte. Clairement, c'est un roman qu'on peut qualifier de feel good dans le bon sens du terme en fait. Moi, c'est vrai que je l'ai lu avec mes lunettes d'éditrice et de correctrice, mais aussi en tant que lectrice, je n'avais pas envie de lâcher le manuscrit. C'est vrai que j'ai passé ma première relecture, je l'ai faite assez rapidement, je saurais plus dire en combien de temps. Et c'était pareil pour Du bout des lèvres. En fait, Du bout des lèvres, bon, on peut en parler aussi. Du bout des lèvres, c'est l'histoire de Samantha qui est aide-soignante. Qui se fait embaucher dans un EHPAD et qui découvre un résident un peu caractériel, on va dire, qui lui en fait voir des vertes et des pas mûres au départ, et on découvre que ce résident, bah, c'est un gros nounours, en fait, c'est sous ses airs de vieux monsieur caractériel et méchant, en fait, bah, c'est quelqu'un de profondément humain et gentil, et il va permettre à Samantha de dépasser un certain nombre de blocages qu'elle peut avoir et de réaliser son rêve. Donc voilà, c'est encore un roman avec une histoire assez feel good et assez sympa, mais encore une fois qui ne manque pas de profondeur. C'est ta force à toi en tant qu'autrice. Donc voilà, moi c'est ce qui m'a plu dans ta plume. Et puis c'est vrai que voilà, écrire un livre, c'est quelque chose, on le disait tout à l'heure, d'éminemment intime, c'est une aventure. D'avoir baigné dans la littérature toute notre vie en fait finalement, et d'avoir voulu faire de nos passions un métier qui fait que finalement ben, on est à même d'accompagner nos clients dans cette aventure, parce qu'on a notre expérience propre personnelle, nos savoirs qui font qu'effectivement ben, ça se fait à la fois de manière naturelle et de manière professionnelle, puisque le but c'est vraiment d'accompagner nos clients sur la bonne voie, la voie de l'écriture, et j'ai envie de dire la voie de l'accomplissement aussi quelque part, parce que écrire un livre c'est une aventure qui ne se fait pas sans douleur. Je pense que tous les grands écrivains le disent, et c'est vrai que c'est physiquement quelque chose de prenant en fait. Finalement on est assis derrière un bureau, mais bah, il se passe pas que ça quoi. Est-ce que tu peux nous parler d'un peu de ton processus d'écriture pour les gens que ça intéresse, et peut-être qui auraient envie comme toi de passer à l'acte et d'écrire et de sauter le pas de l'écriture du roman? Est-ce que tu as un process d'écriture Oui. particulier, une routine? Raconte-nous un petit peu. Bah, merci pour la question déjà. Donc oui, déjà, la première étape, c'est de trouver l'idée de départ. Donc là, c'est la partie un petit peu magique de l'écriture. Je dirais que l'idée de base, elle se cherche pas, elle arrive un petit peu comme une évidence. Ouais. Et à partir de cette idée de base, il faut se dire que l'idée de base, c'est comme une petite graine. C'est pas du tout ensuite un arbre majestueux. L'arbre majestueux, ça va être le livre une fois qu'il est terminé. Mais au départ, on part d'une seule minuscule graine. Et avant d'espérer avoir cet arbre justement qui est très grand, qui est très luxuriant, etc., il faut passer par toute une étape de mûrissement de la graine. Donc ça, c'est la première étape par laquelle je passe. C'est l'étape où, à partir de mon idée de base, je vais chercher à l'enrichir. Je vais passer pas mal de temps à réfléchir sur cette idée, à voir comment la creuser, comment lui apporter un petit peu du corps.
Et une fois que j'ai, on va dire, pas mal de matériaux, que ma graine a pris, qu'elle commence à faire sa petite pousse, c'est là où je passe par la deuxième phase de la préparation. C'est une phase où je fais un plan. Je fais pas forcément. Là, ça va vraiment dépendre des romans et de la vision que j'ai à la base. Donc, je fais pas forcément un plan ultra complet, mais ce que je conseille en général aussi à mes coachés, c'est d'avoir au moins une idée approximative du début, du milieu, de la fin et de l'intention littéraire globale, de ce que vous voulez apporter, on va dire, avec l'histoire. Et une fois que cette phase-là, on va dire, est terminée, donc il peut y avoir éventuellement quelques petites recherches qui peuvent être nécessaires dès le départ pour justement ancrer l'histoire dans son univers, mais pour moi, c'est pas forcément nécessaire d'avoir fait des milliards de recherches pendant des heures pour commencer à écrire. Ça, sinon, c'est un petit peu le danger de la procrastination qui arrive et qui nous dit attention, là, tu utilises des excuses. On se cache derrière le devoir de recherche, on veut être parfait et ça nous évite de prendre le risque d'accrocher son stylo et son papier finalement. C'est ça, tout à fait. Et donc après, y a toute la phase d'écriture. Donc, moi, comment je fonctionne en général, c'est que j'écris... pendant des sessions d'écriture, j'écris au moins un chapitre entier, comme ça coupe vraiment le livre en blocs. Parce qu'il faut se dire qu'un chapitre, en fait, c'est déjà une mini-histoire avec un début, un milieu et une fin. Donc, je fais ça. Et souvent, une fois que j'ai fini d'écrire mon chapitre, je le relis une fois et je fais une première correction rapide. Et puis, j'enchaîne comme ça, chapitre par chapitre. À la fin, une fois que le point final est mis pour le premier jet, je laisse un petit peu le manuscrit reposer. Et ensuite vient toute la phase de relecture, correction, etc. Ouais. Où je vais voir tout ce qui va et ce qui ne va pas dans le manuscrit. Je me place... Là, c'est une méthode que j'ai adoptée depuis mon deuxième roman. Je me place d'abord en tant que bêta-lectrice. Donc, je prends, entre guillemets, mon stylo rouge et je dis non, ça va pas, ça va pas. Mais sans corriger immédiatement tout de suite. Enfin, immédiatement, oui, c'est la même chose, bref. Ouais. Et seulement après, une fois que j'ai fait cette première relecture, je repasse sur le texte et je retravaille le texte. Et ensuite, une fois que le texte me convient, etc., il y a la phase de bêta-lecture et ensuite, il y a l'ultime phase, c'est la phase vraiment où la Mélanie va intervenir. Donc, si tu peux peut-être nous parler un petit peu de toi, ce qui te passionne dans ton métier, ou si tu as une méthodologie aussi pareille, ça serait chouette, quoi. Moi, effectivement, qu'est-ce qui me passionne dans mon métier, justement, c'est de découvrir des histoires, parce que moi, j'adore qu'on me raconte des histoires. J'aime à dire que je suis tombée dans la marmite de la littérature, un peu comme Obélix, et que j'ai baigné autour de moi. En fait, il y a toujours eu des livres, c'est-à-dire que je suis née dans une famille où le livre avait ce côté un petit peu sacré. Et donc il y avait des livres pour tous les âges finalement, et moi j'adorais quand j'étais gamine fureter dans la bibliothèque parentale et parfois même piquer des livres qui n'étaient pas forcément destinés à ma tranche d'âge, mais voilà, je pense qu'on l'a tous fait, et c'est vrai que moi ce qui me passionne clairement, c'est de découvrir des histoires. Et puis quand je dis que je suis là pour magnifier le texte, c'est sans prétention aucune, c'est surtout que à force de lire, j'ai eu cette compétence-là de repérer peut-être les maladresses de langage, et en fait je prends ça comme un jeu finalement. C'est un petit peu comme un jeu de Lego en fait. C'est de se dire ouais, on a construit un super beau château, et c'est un peu comme quand on jardine et qu'on veut avoir un jardin un peu à la française, super bien taillé, avec des buis en forme de licorne ou autre. Alors j'exagère la métaphore, mais l'idée c'est d'avoir un
texte qui soit le plus beau et le plus cohérent possible. Et donc moi j'arrive là avec mes lunettes et je me dis tiens, là cette expression là elle est pas tout à fait utilisée à bon escient ici. Par exemple, je me souviens je vais donner un exemple d'une correction que j'ai faite dans ton manuscrit. Je me souviens que au début du livre, on l'a dit, Morgane se dispute avec son supérieur, qui est pas vraiment son supérieur, parce que c'est son associé. En fait, ils ont créé une boîte ensemble, ils sont donc associés, et elle se dispute très fortement avec lui, ce qui l'amène d'ailleurs à démissionner. Et je me souviens qu'il y a une scène de dialogue où les dialogues sont un peu crus, en fait, parce que vraiment, bah, disons-le, ils s'engueulent, donc ils s'envoient des insultes et ils jurent un peu comme un charretier. Et je me souviens qu'il y a une phrase dans laquelle, donc de mémoire, je crois que c'est Jean-Ma, le personnage, c'est ça? Je me trompe pas? C'est ça, oui. Et en fait, Jean-Ma insulte Morgane à un moment de manière assez crue. Et juste la phrase d'en dessous, tu as utilisé une expression qui était dans un autre niveau de langue. C'est-à-dire que il l'insulte, il la traite de tous les noms, et derrière, il utilise une expression dans un langage très soutenu. Et je me souviens t'avoir dit non, attends, il vient de l'insulter, il peut pas lui parler comme ça juste derrière, il y a comme un décalage de ton, en fait, et du coup, ça fait que le récit perd en vérité, justement. Et en fait, ça, c'est un exemple de correction que moi, je peux apporter, c'est-à-dire que vraiment, je suis là pour que le ton du roman soit le plus juste possible à tous les niveaux, que l'emploi des mots soit le plus juste à tous les niveaux. Je me souviens qu'on a aussi pinaillé un petit peu sur une expression justement par rapport aux oliviers et à la couleur des olives. Si je me souviens bien, il y avait Oui. voilà, il y avait une expression comme ça parce qu'à un moment donné, donc Morgane se retrouve chez une oléicultrice qui est passionnée par son métier autant que nous sommes passionnés nous par l'écriture, et tu décris le processus de maturation des olives et le changement de couleur des olives, et je me souviens qu'on a buté sur un mot et qu'on a échangé pendant un long moment pour savoir voilà le sens de l'expression que tu voulais donner, et puis ce qui ressortait d'un point de vue purement littéraire, et j'ai envie de dire presque expressionniste, parce que tu dépeignais un tableau là en fait dans cette séquence. Et c'est là où c'est hyper intéressant pour moi, et que c'est le cœur même de mon métier. Et ça, Laura, je te demanderai confirmation après, mais quand on relit, quand on est relecteur-correcteur, on est là pour magnifier et corriger le texte au sens strict, c'est-à-dire que si à un moment on s'aperçoit qu'il y a une faute d'orthographe ou une faute de grammaire, ben là évidemment on va corriger cette faute sans laisser le choix à l'auteur, puisque le but c'est que le texte soit propre, j'allais dire, mais il arrive aussi qu'on fasse des propositions de correction, parce que le but c'est de magnifier le texte mais sans jamais perdre de vue la voix octorielle de l'auteur, ce que moi j'appelle comme ça, c'est-à-dire que l'auteur a une voix qu'il laisse entendre à l'intérieur de ses livres, le processus d'écriture étant un processus intime, on l'a dit et on le répète. Le but du jeu c'est vraiment de respecter cette voix octorielle, donc il arrive très souvent qu'on fasse une proposition parce qu'on se dit là ce mot-là n'est pas forcément celui que moi j'aurais employé, mais dans ce cas-là il faut justifier, et il faut être capable d'expliquer à l'auteur, donc au client, que effectivement ce mot-là ne convient pas pour une raison de sens, pour une raison d'expression, pour une raison d'histoire de la langue, c'est-à-dire que c'est un mot qui peut-être est trop courant, trop récent par rapport au ton employé, etc. Et c'est là où, on le disait, la relecture n'est pas quelque chose de facile, c'est-à-dire pour relire un texte, on va pas dire on le relit une fois et c'est fini, non. Il y a tout ce travail, cette recherche langagière, cette recherche de ton, cette recherche d'expression, qui fait qu'effectivement c'est un métier, ça prend du temps, ça s'apprend. Moi-même, j'ai eu la chance de travailler dans des maisons d'édition littéraire sur Paris, mais ça n'empêche pas que je me sois formée, et d'ailleurs que je me sois à nouveau formée récemment, puisque j'ai fini mes études il y a bientôt, ça va faire presque 10 ans, hein, le coup de vieux étant là. J'ai repassé une formation, pardon,
justement de relecteur-correcteur en 2022 parce que en fait on n'a jamais fini d'apprendre finalement dans ce métier. Le truc c'est que moi j'ai une métaphore que j'utilise en permanence avec mes clients et un constat que j'ai fait, c'est-à-dire que quand j'ai démarré cette formation pour réactualiser mes connaissances, mes savoirs et mes compétences en tant que correctrice, j'ai donc travaillé au sein de cette formation avec des correctrices de métier qui travaillent pour des grandes maisons et elles nous ont toutes dit la même chose. Elles nous ont dit, vous allez voir, ça c'est systématique, vous arrivez là, vous voulez vous former et vous vous dites, je vais me former parce que comme ça, j'arrêterai de douter, j'arrêterai de me poser des questions. En fait, il faut être clair, c'est tout l'inverse. Plus on se forme et plus on doute et plus on se pose des questions. Le truc, c'est que apprendre ce métier de relecture-correction, c'est avoir les bons outils et apprendre à les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à vérifier et à m'assurer de ce que je sais. C'est-à-dire que au fur et à mesure du travail que j'effectue, il y a effectivement des savoirs qui sont ancrés dans ma tête et pour lesquels je ne vais plus réfléchir. Mais s'agissant du sens d'un mot ou d'une règle grammaticale un peu pointue, je vais vérifier de façon systématique pour m'assurer des choses en fait. Et c'est justement cette capacité de vérification, d'aller chercher dans le bon outil, au bon endroit, qui fait aussi la complexité de ce métier et j'allais dire presque, on est dans une chasse au trésor en fait pratiquement. C'est-à-dire que on va essayer de déterrer la pépite, le bon mot pour le mettre au bon endroit et pour faire en sorte que le livre soit l'œuvre d'art qu'elle mérite en fait. Et c'est vrai que ça passe par tout ce processus de relecture-correction et ça passe aussi par la création de l'objet livre, par la qualité de la mise en page, par la qualité de la couverture, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais la couverture d'un livre, c'est quand même ce qui se voit. C'est comme quand vous faites des cadeaux de Noël, le cadeau de Noël qu'il y a à l'intérieur du paquet, c'est chouette, mais si le paquet est joli sous le sapin, c'est mieux. Voilà, c'est pareil pour un livre en fait finalement. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de faire reposer le manuscrit. Et en fait, il faut faire reposer le manuscrit comme en cuisine finalement. Quand vous cuisinez, vous faites mijoter vos plats. Si vous faites un bourguignon, c'est encore meilleur si vous le réchauffez et que vous le mangez le lendemain. Un roman, un manuscrit, un texte en général, c'est la même chose. Il faut apprendre, c'est comme la langue française, c'est comme la bonne cuisine. Il faut laisser mijoter, il faut laisser maturer, il faut laisser mûrir, comme tu disais, pour arriver à quelque chose de beau, de savoureux aussi, parce qu'on peut dire de la langue qu'elle est savoureuse, je pense. Donc voilà, c'est moi tout ce que j'essaye d'apporter aux auteurs qui me font confiance, c'est cette expertise, ce recul, et puis le fait de leur faire prendre conscience des petites imperfections qui sont là, de les corriger tout en respectant leur voix finalement, parce qu'on n'a pas le choix. Quand on corrige, on n'est pas auteur, on accompagne l'auteur, on transmet finalement, on est là pour que la transmission du texte se fasse de la manière la plus fluide qui soit, et pour faire en sorte, encore une fois, de magnifier le texte. Donc voilà, c'est une aventure, à chaque nouveau manuscrit, c'est une aventure et c'est une relation particulière qui se noue. Mais voilà, c'est ce qui me passionne dans tout ça. Et c'est vrai que voilà, on n'a jamais fini, donc peu importe finalement où ça commence, parce qu'on ne sait jamais où ça va finir. Et là, tu me diras si je me trompe, mais voilà. Mais c'est vrai, c'est très juste. Et puisque ce qui me marque, c'est dans la force, on va dire, d'un correcteur ou d'une correctrice comme toi, Mélanie, pour reprendre un petit peu la métaphore de la peinture que tu avais utilisée juste avant, c'est comme il faut imaginer qu'il y a beaucoup de mots quand même. On a une langue très très riche en français, donc on a de la chance, mais il faut imaginer que c'est comme une peinture. On a mettons, on veut peindre un paysage, donc on veut utiliser du vert. Sauf que on va pas forcément utiliser pour un sapin. Pour un sapin, on va utiliser du vert sapin. On va pas utiliser du vert pomme. On va pas utiliser du vert citron, du vert olive, etc. On va utiliser vraiment la bonne nuance. Et c'est là qu'est ta force vraiment, parce que certaines fois on peut se dire
on s'en fiche, c'est quand même du vers, ça ira bien, c'est à peu près la même chose. Mais non, en fait, c'est là qu'est la précision et c'est ça qui fait que ça donne encore plus de force, encore plus d'impact au texte et chaque mot est réfléchi et c'est ça qui est chouette. C'est qu'en correction, on peut vraiment se dire, tiens, on va vraiment se poser des questions sur le langage, sur la musicalité du livre. Oui. Parce que oui, le livre, c'est aussi une musique. Et c'est comme quand on fait de la musique, s'il y a par hasard une fausse note dans la mélodie, ou un défaut de tempo, voilà. Ça marche. Tout à fait. Et c'est vrai que tu parles de rythme et de musique et tu as totalement raison de l'évoquer parce que pour filer la métaphore culinaire, on dit souvent que la ponctuation c'est le sel de la langue, mais en fait la ponctuation ça donne aussi le rythme du texte et comme tu dis, un texte peut être musical et c'est ça aussi que j'adore. Bon, il se trouve que pour l'anecdote, j'ai baigné également dans la musique toute mon enfance, toute mon adolescence, donc c'est autre chose, mais d'ailleurs c'est aussi ce qui m'a beaucoup plu dans Du bout des lèvres, c'est que Samantha a un rêve musical, on n'en dira pas plus, mais c'est vrai que voilà, le rythme du texte est important et c'est aussi un des gros morceaux de la correction, c'est aussi la gestion de la ponctuation. On en a peu parlé, mais ça change, ça nuance beaucoup le texte et c'est vrai qu'en effet ce sont des discussions passionnantes, je disais tout à l'heure un petit peu âpres, mais toujours dans la bienveillance parce que le but c'est justement d'être bienveillant et d'accompagner et de montrer à l'auteur, en fait tu le disais tout à l'heure, on s'est posé des questions auxquelles tu n'avais pas pensé du tout. Je me souviens que parfois j'ai corrigé certaines expressions, tu m'as dit ah bah ouais, en fait, effectivement, voilà, j'avais pas pensé à ça. Mais c'est là où en effet, c'est passionnant. Et ben, moi, c'est ce que je dis, c'est une chasse au trésor permanente. Et c'est là où c'est génial, parce que à chaque manuscrit, on apprend de nouvelles choses. Et la langue française est tellement, tellement riche qu'on n'a jamais fini d'enrichir son vocabulaire. Et c'est là aussi où on peut acquérir une certaine force et une certaine maîtrise de la langue, que pour autant on n'a jamais fini de maîtriser parce qu'elle s'enrichit, parce qu'elle vit, parce que si on corrige un roman historique, ben, on ne le corrigera pas de la même manière que si on corrige un roman feel good comme le tien, ou pire encore, et moi je fais le grand écart dans mes fonctions de correctrice parce que ça m'est arrivé de corriger une thèse d'histoire qui faisait à peu près 600 pages, voilà, et là on est dans du savoir scientifique avec des normes qui sont bien différentes, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de m'orienter vers ces métiers de l'édition, de la relecture et de la correction, parce que on maîtrise la langue, on apprend, on ajoute en fait des sauces dans notre plat, dans notre salade, qui sont chacune nécessaires pour un type de texte. Et puis, on cuisine en fait finalement. On cuisine avec la langue et on apprend et on peut faire de la poésie, comme on peut faire un roman feel good, comme on peut faire une thèse, comme on peut faire un mémoire d'expertise comptable par exemple aussi. Voilà, ça c'est le projet. C'est carrément autre chose, mais c'est ça qui est génial, c'est que finalement tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'avais choisi ce métier-là. Bah, c'est pour ça, c'est pour cette variété de contenu, cette variété de textes, cette variété de savoir que j'ai la chance de découvrir et d'acquérir du coup. Et je pense que toi en tant qu'autrice c'est la même chose, c'est quand on écrit des histoires, ben, on n'a jamais fini de naviguer dans des univers, dans l'imaginaire, dans l'imagination. Et c'est ça qui est passionnant finalement. Donc je n'ai qu'une chose à vous dire, voilà, lisez les romans de Laura, vous pouvez vous procurer Ailleurs est un autre ici en commande sur Amazon. Si je ne dis pas de bêtises, il existe en version papier et en version numérique. Oui, et même en version d'abonnement Kindle, si jamais vous avez l'abonnement sur la tablette, vous pouvez l'avoir gratuitement dans votre abonnement. Donc c'est l'occasion toujours de découvrir une nouvelle plume sans prendre forcément beaucoup de risques quand vous avez l'abonnement. Tout à fait. Et alors on va peut-être, pour conclure cette interview et cet échange que j'ai adoré, merci, c'était passionnant, on va peut-être te poser la question qui fâche. As-tu un nouveau roman en préparation ou pas encore?
Alors oui, déjà là, je travaille sur deux projets différents. Donc j'ai un projet qui sort un petit peu du lot. Je travaille sur un album jeunesse avec une illustratrice, un album qui est destiné, on va dire, aux enfants de 4 à 8 ans à peu près, et qui est toujours un petit peu sur ma thématique phare, la thématique de réaliser ses rêves, de ne pas écouter aussi tous les détraqueurs qui veulent nous empêcher de faire ce qu'on aime. Donc ça va être le sujet de l'histoire. Et je travaille aussi sur un autre roman qui est toujours un petit peu dans la même veine feel good. Mais comme disait Mélanie, c'est vrai que moi j'aime bien apporter plus de profondeur quand même aux romans. Certaines fois, les feel good restent très en surface au niveau de l'histoire, et c'est ce que je peux reprocher à certains livres. Ce qui fait que certaines fois, le genre feel good est un petit peu, disons, sous-estimé. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, je travaille sur une comédie romantique, quelque chose d'un petit peu humoristique, mais tout en cherchant la profondeur aussi des personnages, parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et j'aime vraiment à chaque fois créer des nouveaux personnages. C'est comme créer, en fait... c'est comme rencontrer des personnes et apprendre à les connaître au fur et à mesure du temps. Et c'est ça qui est génial dans l'écriture, c'est que c'est une mine d'or. Enfin, il y a des possibilités infinies, et on peut créer des histoires et des personnages vraiment de manière infinie. Et c'est ça qui est très, très chouette. Et c'est ça que j'adore aussi dans l'écriture. C'est vraiment une découverte, c'est un voyage à la fois pour l'auteur et à la fois pour le lecteur. Et c'est aussi toujours un excellent moyen d'évoluer aussi personnellement. Je sais que certains de mes romans ont accompagné, on va dire, des phases de ma vie où j'avais besoin, on va dire, de passer à l'échelon supérieur. Et c'est grâce à l'écriture aussi que j'ai pu réaliser ça. Ouais, et c'est à ça aussi qu'on repère finalement, j'allais dire, on a repéré que tu étais passionnée, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, tu as une voix et c'est pas donné à tout le monde. Donc merci de nous la faire entendre, merci de partager avec nous tes histoires et tes personnages, voilà, je l'ai dit, je le redis, qui sont quand même très attachants. Si vous avez envie de passer un bon moment de lecture, n'hésitez pas, procurez-vous les livres de Laura. J'ai envie de dire, même si vous n'êtes pas lecteur, eh bien, osez quand même sauter le pas. Pourquoi ? Parce que moi, quand je rencontre des clients, enfin, mes clients auteurs sont forcément lecteurs et passionnés de littérature, parce que sinon, ils n'écriraient pas. Mais pour l'anecdote, c'est même pas anecdotique, c'est une autre casquette de mon activité, c'est que je suis formatrice en langue française, justement, et j'ai créé un catalogue de formation en communication écrite. Et donc, je suis partenaire du certificat Voltaire, et bien souvent, quand je démarre un cursus de formation avec un élève, je lui demande s'il est lecteur ou pas. Et s'il n'est pas lecteur, je lui réponds de manière quasi systématique que c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé le bon livre. Donc voilà, je suis assez convaincue de ça. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, procurez-vous les livres de Laura. Vous pouvez bien évidemment nous suivre sur nos réseaux respectifs, que ce soit LinkedIn pour Laura et pour moi, Instagram également, YouTube ici, donc on est sur la chaîne des Clés de Polymnie, qui est donc mon entreprise, et vous pouvez découvrir également le site internet de Laura qui s'appelle De Fil en mots. Et voilà, retrouvez-nous sur les réseaux, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions à nous poser, si vous avez des projets d'écriture ou des manuscrits déjà aboutis à partager avec nous, on sera ravis de faire partie de votre aventure littéraire, et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Laura, salut. Merci Mélanie, merci à tous.